Il y a tout juste 4 ans, la loi NOTRe redessinait la carte de France. On est ainsi passé de 22 à 13 régions, mais pas de fusion dans le Grand Ouest. La Bretagne et les Pays de la Loire ont gardé leurs frontières. Ce soir, on va revenir justement sur les raisons de ce statu quo. Est-ce finalement une chance ou un handicap pour les deux régions? Peuvent-elles coopérer davantage aujourd'hui? Et puis, il y a cette autre question qui revient sur l'actualité depuis plusieurs semaines. À défaut d'un Grand Ouest, le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne est-il encore possible? Et si oui, avec quelles conséquences? Des réponses dans ce magazine. Bienvenue dans Enquête de région. Merci de nous rejoindre, merci pour votre fidélité. Bretagne, Pays de la Loire, le mariage impossible. C'est le titre que nous avons choisi aujourd'hui pour nous accompagner tout au long de cette émission. 3 invités que je vous présente tout de suite. Isabelle Lebal, adjointe à la mairie de Quimper, conseillère régionale et plus précisément chargée du dossier réunification et de la coopération entre les deux régions. Merci d'être avec nous. En face de vous, Romain Pasquier, vous enseignez à Sciences Po Rennes, vous êtes spécialiste des questions liées à la décentralisation. Et à vos côtés, Jean Olivreau, géographe, vous êtes membre du think tank Bretagne Prospective et vous travaillez plus particulièrement depuis plusieurs mois sur la question de la réunification. On va beaucoup parler de ces deux régions voisines, amies, quelquefois concurrentes, partenaires. Et avant cela, justement, plantons un peu le décor avec la fiche d'identité de ces deux territoires. Voici quelques chiffres à retenir et vous le voyez à bien des égards, nous avons des régions presque jumelles. Alors évidemment, un peu plus d'habitants dans les Pays de la Loire, qui est une région un peu plus grande, superficie plus grande aussi pour les Pays de la Loire, première région portuaire en France, première région agricole pour la Bretagne, un PIB supérieur pour les Pays de la Loire, et vous voyez un taux de chômage quasi identique. On va tout de suite revenir sur cette fameuse loi NOTRe, votée il y a 4 ans, une sorte de Big Bang territorial qui a fait passer le nombre de régions de 22 à 13, je le disais tout à l'heure dans l'introduction. Des régions visiblement mises devant le fait accompli, vous allez nous en parler, et ballottées au gré des redécoupages. En quelques jours, plusieurs mariages forcés ont été mis sur la table. On a recueilli justement le témoignage de Jacques Auxiat, c'est l'ancien président de la région des Pays de la Loire. Il nous raconte justement les coulisses de cette loi NOTRe et les différents scénarios à l'époque mis sur la table. Écoutez. Il y avait aussi des tentatives de nous marier d'office, ce qui n'est pas une tradition à la française, le mariage d'office, de nous marier d'office, surtout avec la région Centre. Moi, j'ai rien contre la région Centre-Val-de-Loire, et je connaissais très très bien le président, d'ailleurs, qui est toujours président aujourd'hui. Mais, vous voyez, capitale régionale de cette grande région Nantes, qui se trouve là où elle se trouve, pour aller jusqu'à Chartres et jusqu'à Bourges ou Châteauroux. C'était une aberration. J'avais proposé aussi, à un moment donné, j'en avais discuté à l'époque avec Madame Ségolène Royal, qui n'était plus présidente de région, mais qui était au gouvernement, en disant pourquoi pas avec la région Poitou-Charentes, et même pourquoi pas faire en sorte que Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes, Ouest Atlantique, puissent constituer une belle région de l'Ouest. Les projets se font, se défont. À quel moment vous prenez connaissance justement que la région restera telle qu'elle est ? Eh bien, j'ai appris ça comme tout le monde au moment où ça s'est décidé. Je crois que le vendredi, on était mariés avec la Bretagne, parce que Jean-Yves Le Drian n'était pas présent à Paris à ce moment-là. Et puis, je crois qu'il est revenu le week-end, et le dimanche, discussion, c'est des ondines, bien évidemment, mais je pense que ça correspond un peu à la réalité, et beaucoup même à la réalité. Et le dimanche, lui, il a refusé qu'il y ait ce mariage entre la Bretagne et les Pays de la Loire, et donc nous sommes restés Bretons et Pays de la Loire et Ligériens seuls. Voilà, donc visiblement tout s'est joué sur un week-end. Ça pose la question de notre culture démocratique en France. Là, on est face au fait du prince un peu. C'est François Hollande qui a visiblement d'un coup de crayon dessiné la carte de France, la nouvelle carte de France. Comment vous avez vécu ça, vous ? Bon, on l'a mal vécu parce que c'est une étape du passé. Moi, je veux dire que c'est du passé et qu'il faudra revenir à une autre étape de décentralisation. Parce qu'on le voit bien depuis cette loi NOTRe qu'il y a des envies de réunification, que ce soit la Normandie ou même l'Alsace. L'identité va ressortir. Et on aura besoin d'une étape réussie. Aujourd'hui, c'est inabouti, c'est déséquilibré, donc il faut recommencer. Le rôle de Jean-Yves Le Drian dans ce redécoupage des régions, il a sauvé les meubles en maintenant une Bretagne, on va dire, en maintenant les frontières de la Bretagne actuelle ? Ah oui, très clairement. Il a, je crois, mis
sa démission dans la balance, ministre d'État, ministre de la Défense, extrêmement populaire, avec un François Hollande extrêmement impopulaire, après une défaite aux élections municipales, une situation budgétaire de la France en 2013-2014 très difficile. Donc cette loi, qui n'est pas la loi NOTRe d'ailleurs, qui est la loi de délimitation des régions, elle est faite sur un coin de table, sans aucune évaluation. Et donc les pressions politiques sont multiples et les grands notables s'imposent. Jean Livreau, redécouper, fusionner, réunir des régions à l'heure où on parle d'échelle européenne, est-ce que c'est finalement pas une bonne idée, une idée de bon sens, non ? Je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur ce qu'est le fait régional en France. De quoi on parle finalement ? Eh bien en fait de deux bouts de territoire qui ont des pouvoirs complètement dérisoires à l'échelle de l'Europe. Le budget de la Bretagne administrée, c'est un peu inférieur à celui de Rennes et Rennes Métropole réunis et un peu supérieur à celui d'un département en Bretagne. Donc on est avec des nains politiques et surtout financiers et où on est dans une situation invraisemblable. Et les problèmes de la République s'expliquent aussi sans doute par défaut de régionalisation, par défaut de prise en compte des territoires qui ont une identité, qui correspondent à quelque chose pour les gens. On s'est trompé de cible un peu, il fallait les périmètres, les frontières, ce n'était pas la question essentielle, c'était d'abord le pouvoir donné aux régions. Disons qu'un pouvoir politique ne se mesure pas à la surface foncière. Il y a des petits territoires qui sont extrêmement puissants. Il y a des Länder allemands qui sont des villes, simplement. Le Scadie espagnol est toute petite par rapport à la Bretagne. Donc la puissance politique, Jean l'a dit, c'est la puissance normative, c'est la puissance financière. Et donc, par exemple, de fusionner département-région aurait déjà donné plus de poids au fait régional en 2015 que d'élargir l'assiette foncière, mais en rester effectivement à des colosses au pied d'argile en réalité. Isabelle Lebel, je ne sais pas si vous avez des contacts avec d'autres conseillers régionaux d'autres régions. Est-ce qu'ils sont contents des fusions des régions? Je pense à Nouvelle-Aquitaine, au Grand Est ou à la grande région. Ce qui est important de dire, c'est que cette étape, elle est inaboutie. C'est ce que je disais. Il faut avancer sur la décentralisation pour une vision vue d'en haut, vue de l'Europe, vue de loin. Et aujourd'hui, on ne prend pas assez de distance et on a besoin quand même d'avoir une modification du fait régional. Comme le disait Jean Livreau, c'est important. Quand vous additionnez le budget de la Loire-Atlantique avec celui de la Bretagne administrative, vous arrivez à une région européenne comme l'Écosse ou comme le Pays de Galles. C'est un objectif à atteindre. Et je pense qu'il faut faut pas pleurer sur les versets, faut continuer à se battre pour arriver à le faire, alors dans l'institution ou en dehors de l'institution, parce que la Bretagne existe forcément, mais en dehors des frontières. L'idée à l'époque, c'était aussi de simplifier, clarifier, alléger un peu le millefeuille administratif. C'est une mission réussie, là, avec cette loi NOTRe ? Complètement. Ah non, absolument pas. On n'a rien fusionné du tout. On a simplement... fusionner des régions, mais le niveau est resté, les départements sont restés, les intercommunalités sont restées, les communes sont restées. Donc il n'y a pas eu du tout de simplification administrative et les problèmes de coordination des niveaux, qui d'ailleurs échappent assez largement aux citoyens ordinaires, se perpétuent aujourd'hui. Donc la France... gros gâteau assez indigeste en matière administrative, a de beaux jours devant lui. Oui, je confirme, c'est un exemple emblématique des problèmes de l'État. On est quand même en 2019 avec des régions toujours doublonnées par les préfets. Enfin, c'est invraisemblable, avec du coup des surcoûts énormes, parce qu'on on a 1000 personnes à la région, mais ça a doublonné des préfectures régionales. La vie des gens, c'est quoi? 83% de la vie des gens, c'est un rayon en gros de 20 minutes autour de leur habitation. Sauf quand ils sont projetés en lointaine couronne, avec tous les problèmes qu'on vient de voir. Donc globalement, il y a des pays, des bassins de vie. Après, il y a un ensemble régional, en fait, où on peut faire un aller-retour dans la même journée. Il y a l'État et il y a l'Europe. Donc, globalement, on a des territoires assez cohérents dans la vie des gens. Et on nous invente des septimanies, on nous invente un Ouest Atlantique, comme a dit Oxia tout à l'heure. Ouest Atlantique, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. On ne peut pas dire n'importe quoi. Enfin, on est dans du n'importe quoi pour des intérêts égoïstes, souvent d'élus, dont, en tout cas, nous, ici, on n'a pas d'intérêt dans cette affaire. On constate simplement des incohérences et il est vraiment temps que la France mette à plat ça pour faire enfin confiance à ses habitants et ses régions. C'est fondamental. On est dans un tournant de civilisation. Il faut y aller. Alors justement, les deux régions, en maintenant leurs frontières, ont-elles gagné ou perdu? Sont-elles aujourd'hui concurrentes? Alors au final, la loi NOTRe a donc validé le statu quo et le maintien des frontières. Pas de Grand Ouest ni de Bretagne à 5 départements. Est-ce que cette situation vous convient? On a posé la question dans les rues de Rennes. Qu'est-ce que vous pensez du découpage actuel des deux régions?
Je pense qu'il se justifie tout simplement de par, je dirais, l'environnement économique, parce que deux métropoles qui se rapprochent, à mon avis, c'est beaucoup trop. Je suis tout à fait satisfaite. Après, c'est vrai que dans mon quotidien, ça ne me pose pas vraiment question, donc ça me convient actuellement. Pourquoi pas une région Grand Ouest, on a parlé de ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas refaire une très très grande région avec l'industrie agroalimentaire, tout ce qu'il y a dans l'Ouest? Ça pourrait vraiment franchement être intéressant pour tout le monde. Il y a beaucoup de points communs entre les régions qui sont proches. On a l'habitude de commercer avec eux, de visiter, de partir en vacances. Donc oui, je pense que ça peut être que du plus. C'est très ancré chez les gens. C'est justement ce découpage. Parce que chacun a son identité, chacun a ses traditions, ses coutumes. C'est assez équitable. Il y a autant à peu près de régions, de départements d'un côté et de l'autre. Pour moi, une grande région ouest, ça serait une grande famille. Voilà. Et qui dit famille, qui dit tout le monde soudé, tout le monde ensemble, tout le monde qui se respecte et tout le monde qui veut aller de l'avant. Isabelle Lebal, on est aujourd'hui dans la compétition entre les territoires. On parle aujourd'hui de marketing territorial. Que pèsent aujourd'hui deux petites régions, on va dire, comme les Pays de la Loire et la Bretagne, face aux mastodontes, Rhône-Alpes, Auvergne ou Nouvelle-Aquitaine? Justement, les personnes dans votre reportage ont dit que c'était une identité, c'est aussi une âme, la Bretagne. Donc ça pèse ce qu'on a envie de lui donner. Et je pense qu'on pourrait travailler avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Moi, je pense qu'il y a des points communs, notamment dans le domaine maritime, pour qu'on s'ouvre vers d'autres régions par-delà les océans. Ce qui est important de dire tout à l'heure, c'est quand même qu'on a loupé la disparition des départements. Je pense qu'aujourd'hui, le débat va se reposer. Il faut qu'on y arrive. Donc c'est une âme, la Bretagne. On n'enlèvera pas ça aux gens, et s'ils ont envie de continuer à faire des coopérations qui fonctionnent, regardez l'identité bretonne, on la trouve sur les terrains de foot. Sur le drapeau, on est en train de monter un projet pour faire une émoji-icône pour mettre le drapeau breton sur les smartphones. Donc c'est une vraie réalité. Il y a des matchs de foot derby breton, comme on les appelle, entre Nantes et Rennes. Donc cette identité, elle est plus forte que les régions administratives telles qu'on nous les impose. Jean Livreau, la frontière administrative qui existe aujourd'hui, institutionnelle, c'est du papier, c'est pas dans les têtes aujourd'hui. C'est compliqué. Les noms de territoires incarnent des lieux représentés dans la tête des gens. En fait, on a eu des visions circulatoires à une époque où l'heure est au territoire, y compris au niveau planétaire. On n'a plus le choix. Mais on a eu des visions circulatoires qui ont justement donné naissance à ces ouest. En fait, l'ouest, on ne l'atteint jamais. Or, la Bretagne est une terre de civilisation. On est toujours à l'ouest d'un autre. On ne l'atteint jamais. Et en fait, aujourd'hui, il faut être de quelque part. De plus en plus être de quelque part. Et l'identité bretonne est à ce sujet une pépite. J'ai fait différentes analyses cet été sur la notoriété des mots. Pour le marketing territorial, ce qu'on appelle. Vous avez 955 marques Bretagne, 850 Braise, vous avez 79 Pays de la Loire, et que des marques institutionnelles. Vous allez voir maintenant les usages des jeunes, Instagram. 3 500 000 de publications sur l'Instagram Bretagne. Vous êtes à 700 000 sur Braise. Vous êtes à 125 000 pour Pays de la Loire. Et on a même un Pays de Loire à 15 000. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec des territoires qui ne sont même pas évoqués par les gens. Comment voulez-vous qu'on bâtisse une démocratie si les gens ne parlent pas de la même chose et d'un territoire tout simplement vécu, qui n'est pas exclusif, mais dans lequel on est présent? Et connaître les lieux est un élément de connaissance, de naître avec le lieu dans lequel on vit pour plus d'identité et pour plus de futur. Ça me semble fondamental. Transition, tout trouvé pour le reportage qui va suivre. Aujourd'hui, le quotidien, ce sont des populations qui sont de plus en plus mobiles. Ce sont des bassins d'emploi de plus en plus interdépendants. Ce sont des mobilités accrues entre des régions. Eh bien, regardez, nous sommes allés à la rencontre d'un chef d'entreprise qui partage son temps, justement, entre Rennes et Nantes, où il a développé simultanément deux enseignes. Et il a comparé pour nous les deux métropoles que sont Rennes et Nantes. Écoutez. Le pas est décidé. Loïc Lebrun ne doit rester que quelques heures dans la capitale bretonne. Le temps de faire le point avec la responsable de l'un de ses restaurants. Au menu de leurs échanges ce matin, la prochaine manifestation dans le centre de Rennes. Si c'est Fort Chabrol et que c'est à feu et à sang, il faudra réduire l'équipe et être prêt à rentrer votre terrasse.
Ce chef d'entreprise, par ailleurs conseiller municipal d'opposition à Rennes, exploite en France la chaîne de restauration rapide canadienne Pita Pit. Un sandwich pita préparé avec des produits frais. Il détient 3 restaurants en propre, 2 à Nantes et 1 à Rennes. Une quarantaine de salariés répartis entre 2 régions. Mais pour lui, au quotidien, la frontière n'existe presque pas. Tu l'as envoyé ? Ouais, c'est bon. Pour moi, c'est les mêmes villes, quasiment. Quand on se met à l'échelle de certaines très grandes villes sur notre planète, c'est quoi 100 km c'est Los Angeles, quoi. C'est pas autre chose. Aujourd'hui, à part avoir affaire à 2 directions, si on parle des impôts, si on parle de la direction du travail, mais voilà, c'est pas des contraintes dans notre activité aujourd'hui. C'est une 4 voies qu'il connaît par cœur. La route entre Rennes et Nantes, Loïc Lebrun est contraint de la faire le plus souvent en voiture. La faute à un trajet en train trop long, à une fréquence insuffisante. Et un dossier qui ne cesse de prendre du retard. Entre Rennes et Nantes, si on avait le même conseil régional, si on avait la même entité administrative politique, peut-être qu'il y aurait des choix qui iraient beaucoup plus vite. Mais c'est à une échelle de temps qui est quand même vachement long, quoi. Et nous, entrepreneurs, que ce soit moi ou d'autres chefs d'entreprise, on n'a pas du tout les mêmes échelles de temps que les collectivités locales. Dans la capitale des Ducs de Bretagne, Loïc Lebrun a un rendez-vous important pour le développement de son entreprise. Mahmoud est candidat pour ouvrir un restaurant franchisé à Montpellier. Tout est évoqué jusqu'au prix du kilo de houmous. On est à 4,60 du kilo. 4,60. C'est bon, hein. C'est top. Et en plus, il est bon. Et en plus, c'est un Libanais qui me dit qu'il est bon. T'imagines? L'enseigne a déjà ouvert 5 restaurants en franchise. Amené à se déplacer partout en France, Loïc Lebrun constate la différence d'accessibilité depuis Nantes et Rennes. On est en train de chercher, par exemple, des locaux à Bordeaux. Aujourd'hui, pour aller de Nantes à Bordeaux ou de Rennes à Bordeaux, si on veut aller vite sans prendre sa voiture, une seule solution, il faut passer par le train et donc par Paris. Entre les 2 villes, Rennes a pris un temps d'avance grâce à cette demi-heure de gagnée. Nantes, Rennes, 2 métropoles pour 2 régions, mais des échanges économiques intenses comme trait d'union. Voilà, 2 grandes métropoles séparées seulement de 100 km. Voilà, on ne fait pas la fusion entre les 2 régions, mais est-ce que justement on n'entretient pas justement la concurrence entre ces 2 capitales ? Il y a une forme de concurrence, mais elle est historique. Au XVIIe siècle, Rennes et Nantes étaient en concurrence pour obtenir le Parlement. Elles ont été très souvent en concurrence pour la primauté économique, intellectuelle. Mais qui dit concurrence dit aussi émulation. Hein. Si on a 2 villes, grosses villes moyennes ou petites grandes villes qui sont aussi performantes actuellement, c'est aussi peut-être lié à cette rivalité. Mais sans doute que sur les politiques de transport, sur les politiques d'accessibilité, il y aurait des coûts de transaction à diminuer considérablement si effectivement il y avait une région suffisamment puissante qui intégrerait Rennes et Nantes et qui permettrait de développer des politiques publiques mutualisées, notamment sur le transport. Parce que Rennes et Nantes, ça pèse, ce sont des systèmes urbains qui vont bientôt se toucher. Dans 30 ans, les 2 aires urbaines vont sans doute se toucher si on continue à ce rythme-là. Et donc, il faut évidemment envisager les coopérations. Mais les coopérations aussi, ça peut poser des problèmes. On a quand même l'exemple de l'Université Bretagne-Noire, qui est un échec total, hein, et qui a coûté quand même beaucoup d'argent. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que... Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que voilà, il ne faut pas enterrer encore le... C'était une belle idée pourtant. Hein. C'était une belle idée, mais qui s'avère un échec complet. Et c'est enterré, hein, puisque le ministre l'a annoncé. Donc elle est morte, cette université Bretagne-Noire. Elle n'a pas marché du fait notamment de la rivalité entre Rennes et Nantes, entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, Donc on organise aujourd'hui la concurrence alors. On organise le dysfonctionnement, on ne facilite pas la coopération avec 2 régions qui restent distinctes. Il me semble qu'il y a des égoïsmes urbains qui, en fait, s'opposent aux intérêts régionaux. Et il y a eu des véritables désastres. Il faut vraiment peser les mots sur certains choix stratégiques. Quand on voit, par exemple, que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on en pense ce que l'on veut, ce projet. S'il y avait eu un TGV coordonné avec l'aéroport, si jamais il fallait faire ces grands équipements, encore une fois, ce dont je ne suis pas sûr, et qu'on avait l'aéroport à mi-chemin entre Rennes et Nantes, on avait 3 liaisons ferroviaires au lieu de 2, dont un TGV Rennes-Nantes,
Nantes et on avait l'aéroport sur la Fourche, c'était gagné. Après, on voit par exemple, il y avait l'agence de sécurité maritime qui était promise en Bretagne, vu les problèmes qu'on a eu avec les pétroliers. Et il y a eu, pareil, des bagarres entre Pays de la Loire et Bretagne, des bagarres surtout entre Nantes et Brest. Le résultat des courses, c'est parti à Lisbonne. Donc on a quand même derrière du lourd, c'est-à-dire que les égoïsmes urbains ne suffisent pas à porter un projet régional. Sans doute qu'ils ont été nécessaires un temps pour faire croître les villes et les métropoles d'équilibre. Nantes le devient en 1964. Mais aujourd'hui, ce sont des enjeux de surface, surtout par rapport à l'écologie. Et ces villes qui sont objectivement et même complètement artificialisées, elles ont besoin de territoires plus vastes pour exister. Et l'avenir va être davantage régional que métropolitain ou uniquement urbain. Isabelle Lebal, vous travaillez beaucoup sur la coopération entre les deux régions. Dans quel domaine ça marche bien et dans quels autres domaines ça pourrait marcher encore mieux? Ça marche bien dans le domaine économique et dans l'image de la Bretagne, avec des associations comme Produits en Bretagne. On voit bien quand même qu'il y a une dynamique économique et touristique qui est très forte. Et pour revenir sur les transports, moi j'ai envie de dire on a réussi le TER pour aller de Brest à Quimper. Pourquoi on ne réussirait pas d'avoir une coopération entre la région Bretagne, le département de la Loire-Atlantique et Nantes? Pourquoi ça ne marche pas? Il faudrait que Nantes se pose la question de ce qu'elle peut apporter à la Bretagne. Parce que vous savez qu'elle utilise beaucoup l'image de la Bretagne, notamment à des fins touristiques. Il faudrait que Nantes métropole, qui a vocation à être une grande ville de l'entrée, d'une porte d'entrée de la Bretagne, se pose la question comment elle peut redonner à la Bretagne, justement, cette image qu'elle aspire beaucoup pour son développement économique. Et moi, je voudrais dire quand même que c'est il y a des réussites. Il y a des choses à faire, mais quand vous voyez la carte de santé, on travaille avec Nantes. Quand vous voyez la carte judiciaire, on travaille avec Nantes. Je veux dire, il n'y a pas de frontières partout. Au contraire, je pense qu'il y a des marques de coopération. Alors, il reste encore à marier le rectorat de Nantes et de Rennes pour la langue bretonne. Enfin, il reste beaucoup de choses à faire. Mais l'Office de la langue bretonne, dans la culture, ça fonctionne énormément bien. Donc, ça veut dire que quand on a la volonté, on peut y arriver. Donc, demandons à Nantes de se poser la question de ce qu'elle peut faire pour la Bretagne. Je vous pose la question directement. Est-ce que la loi NOTRe aujourd'hui est inscrite dans le marbre? Est-ce que les frontières peuvent encore bouger? Est-ce qu'autour de vous, vous entendez encore, vous écoutez encore des partisans d'un Grand Ouest? Est-ce que c'est une idée qui peut être à nouveau d'actualité? Ah oui, moi je pense. Le Grand Ouest, c'est la solution pour éviter la réunification de la Bretagne. Donc dès que vous avez des partisans de la réunification, vous aurez des partisans du Grand Ouest. Vous l'avez vu, lorsqu'il y a eu cette pétition de 105 000 signatures pour un débat sur la réunification, qu'est-ce qu'a fait le conseil départemental de Loire-Atlantique et son président? C'est de dire non, nous on veut la fusion et on le demande à l'État. Donc le Grand Ouest, c'est la solution pour éviter la Bretagne en réalité. Oui, c'est une impasse marketing absolue, surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que... c'est pas pour nous. Non, mais c'est n'importe quoi. L'ouest de quoi? De qui? Enfin, on ne peut pas transformer une terre de civilisation en un point cardinal. Le mot Bretagne, ce n'est pas rien. C'est le troisième mot le plus notoire de France. Le premier hors norme, c'est Paris. Après, c'est le mot France. Après, à égalité, on a les mots Bretagne et Provence. Et en fait, on a une chance ici inouïe, c'est d'avoir trois régions particulièrement claires. Normandie, qui vient d'être validée, Bretagne et Val-de-Loire. Mais qu'attend-on? Ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué, attention. Mais nous, on a une chance d'avoir quelque chose de limpide, ce que constatait déjà Jean Bancal dans un bouquin des 43. Et avant, même au 19e siècle, même Auguste Comte qui préconisait, il disait c'est une évidence, la Bretagne. Donc, mais c'est invraisemblable qu'on soit encore, alors qu'il y a une vraie volonté politique et populaire, Romain l'a dit, c'est quand même invraisemblable qu'on soit encore avec ces histoires-là en 2019. Je vous pose pas la question, Isabelle Lebal, êtes-vous pour une grande région ouest? Bien sûr que non, je suis pour la Bretagne réunie avec l'association du département de Loire-Atlantique. Excusez-moi, une grande région ouest serait aussi cohérente que la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui? Moi, ce que je pense, c'est que le temps est venu, on est en période de grand débat, de demander l'avis des gens. Refuser un référendum sur cette histoire me paraît antidémocratique. Et là, que ce soit la délibération du Conseil régional de Bretagne ou la pétition qu'on vient d'évoquer, on ne peut pas dire à la fois qu'on veut un grand débat, avoir un discours à Quimper en disant le président de la République s'ouvre à un débat, et ne pas faire voter les gens. Le référendum sur la frontière administrative de la Bretagne, c'est l'occasion. Allons-y, proposons-le. Et puis, on verra ce que les Bretons diront. Et je pense qu'ils ne seront pas pour ce mariage impossible que vous évoquez. Ils voudront que ça corresponde à la réalité. Je reste encore sur la notion de Grand Ouest. Jean Olivreau, est-ce que faire émerger une région Grand Ouest, c'est s'assurer un déséquilibre territorial à l'intérieur des deux régions?
C'est une impasse intellectuelle. C'est l'ouest de quoi sur le fond? C'est l'ouest de Paris. Non, mais une grande région ouest avec 2 capitales séparées de 100 km, c'est quoi? C'est un déséquilibre territorial pour les autres territoires qui sont autour? C'est tout simplement une incohérence absolue, quoi. Même les jeunes, ils se moquent de ça, parce que ça ne veut rien dire. À l'ouest, complètement à l'ouest, quoi. C'est presque risible. À une époque où, franchement, les enjeux écologiques imposent justement de comprendre les lieux dans lesquels on vit, qu'on soit originaire ou pas de la région. Il faut que tu comprennes l'histoire, la géographie, la culture, l'identité, voir avec l'outil des langues qui est la capitalisation des temps pensés et permet de comprendre une autre vision du monde. On est aujourd'hui sur des enjeux fondamentaux. On ne peut pas mettre un territoire qui s'appelle la Bretagne à côté. Enfin, c'est une catastrophe conceptuelle et on est au bout de ce modèle circulatoire où tout était fugace. Aujourd'hui, les gens en plus ont envie d'être quelque part et c'est une puissante modernité. Romain Basquiat. Oui, et puis on a un exemple quasiment de laboratoire, c'est le Grand Est. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Grand Est? On a voulu faire disparaître l'Alsace. Eh bien, en 2021, on aura la collectivité européenne d'Alsace. Donc le territoire se rebiffe parfois. Et je pense qu'à vouloir marier des entités impossible, on générera des monstres et on générera beaucoup de malheurs, de frustration, ce qu'a contribué à faire la carte régionale voulue par François Hollande. Alors, il y a une frustration justement, hein, c'est cette fameuse question du retour de la Loire-Atlantique en Bretagne. Pour les partisans de la réunification, il faut aujourd'hui réparer une insulte à l'histoire. On va se rafraîchir un peu la mémoire justement, regardez. Nantes, capitale historique de la Bretagne, mais capitale actuelle des Pays de la Loire. Un non-sens pour certains qui remonte en fait à la Seconde Guerre mondiale. En 1941, le maréchal Pétain décide de réorganiser le territoire. Dans le décret du 30 juin 1941, paru le lendemain 1er juillet au journal officiel, il entérine de fait le détachement de la Bretagne de la Loire-Atlantique, alors appelée Loire inférieure. Dans ce découpage des régions, on voit donc apparaître celle de Rennes, qui compte l'Ille-et-Vilaine, les Côtes du Nord, actuelle Côte d'Armor, le Finistère, le Morbihan. L'autre région inclut le Maine-et-Loire, la Loire-Inférieure, la Mayenne, la Sarthe et l'Indre-et-Loire dans sa partie occupée. Détail qui n'en est pas un, elle a pour capitale Angers. Un clin d'œil à l'histoire même de la formation de la Bretagne. C'est en effet à Angers, au mois de septembre 851, que le roi Hérispoé signe avec Charles le Chauvre le traité considéré comme l'acte de naissance de la Bretagne. Le duché de Bretagne, dont le château est à Nantes, devient une province française en 1532 et à la Révolution, cette province est divisée en 5 départements. Retour au XXe siècle, le découpage du maréchal Pétain est confirmé en 1956 par Guy Mollet. Le président du Conseil crée la région des Pays de la Loire, avec comme capitale Nantes. En 1972, les régions deviennent établissements publics régionaux et se dotent d'assemblées régionales. C'est autour de ces années que les militants de l'unité commencent à se mobiliser. En 1976 a lieu un premier rassemblement à Nantes. Fort logiquement, c'est le château des Ducs que choisissent en 1981 les partisans d'un rassemblement pour la réunification de la Bretagne. Une unité retrouvée qu'ils symbolisent sur des t-shirts au numéro des départements bretons. 29 plus 35 plus 44 plus 56 égale 1. Aujourd'hui, par milliers, nous sommes ici pour dire et redire à l'opinion publique et au gouvernement notre volonté tenace d'en finir avec ce découpage imbécile, notre volonté tenace d'une Bretagne réunifiée. À la suite de ce rassemblement, de nombreuses manifestations pacifiques se succèdent au cours des années pour demander le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Mais en 1989, les militants de l'ARB, l'armée révolutionnaire bretonne, font entendre leur voix de manière beaucoup plus violente. Dans la nuit du 6 au 7 mai, une bombe détruit partiellement l'hôtel de région, faisant de gros dégâts matériels. En 2014, l'espoir renaît pour les partisans de la réunification sous la forme de la réforme territoriale initiée par François Hollande. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se rassemblent à Nantes. Une marée de Gwenadou déferle sur la cité des Ducs de Bretagne. Les acteurs économiques commencent à y voir une opportunité et les intellectuels en réfèrent à l'histoire. On constate un délabrement de l'unité nationale en France comme à l'étranger. On ne peut plus se permettre de mécoter avec le dynamisme universel des Bretons, sans attenter gravement à toute la nation.
Le statu quo finalement décidé par l'Elysée résonne d'autant plus comme une douche froide pour tous les acteurs. À l'ouest, rien de nouveau. Les frontières de la Bretagne et des Pays de la Loire n'évoluent pas, ni fusion ni Bretagne à 5, et des mécontentements de toutes parts. Voilà, Nantes, la Loire-Atlantique, une métropole et un département un peu dans une situation un peu de schizophrénie, parce que centre d'une région et qui affiche de plus en plus son identité bretonne. On vient de l'entendre, c'est-à-dire qu'on ne dissocie pas la musique bretonne de l'envie joyeuse des Bretons de s'exprimer pour la réunification. Donc je pense qu'il faut voter et agir maintenant. Hein. On a vu dans votre émission plusieurs événements du passé qui marquent des échecs. Donc aujourd'hui, il faut qu'on vote, il faut qu'on détermine un budget spécial sur la réunification entre la région Bretagne. Et voilà, il faut faire des coopérations, il faut que les présidents se voient, il faut qu'il y ait des habitudes de travail qui se mettent en... Quoi qu'il arrive, hein, que ce soit un débat parlementaire ou pas, qu'il y ait un référendum ou pas, je pense que l'envie, c'est de continuer à travailler et de mettre des ponts et des passerelles en permanence. Toute la Loire-Atlantique est bretonne, Jean Livreau? Je vous pose la question simplement. Oui, clairement, c'est-à-dire qu'on a différentes enquêtes là-dessus qui le démontrent. Après, les gens, ils n'ont pas forcément une importance par rapport à ce que ça peut entraîner. Hein. Ils ne voient pas forcément cela. Mais on a ici aussi une sorte de goût de territoire. Et ce qui est intéressant dans ce sujet que j'ai... Alors, il ne date pas du tout de 1941, contrairement à ce que dit le reportage. D'après tous les travaux que j'ai faits, ça s'est passé entre 51 et 52, pour des raisons complexes que je n'ai pas le temps d'expliquer. Notamment, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'était notamment les capitaines d'industrie nantais qui voulaient vraiment avoir une Bretagne forte avec le Célib dans les années 51. Donc c'est très complexe dans le détail. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que par rapport à cette opposition, ça joue aussi parfois le rôle d'un levier pour l'unité bretonne. C'est-à-dire que, comme le disait Isabelle Lebaille, il y a plein de choses qui avancent et qui sont déjà de fait à 5 départements. La culture en 77, le droit depuis 1804, la cour d'appel de Rennes, les notaires de l'Ouest qui sont devenus notaires bretons, puis après vous avez produit en Bretagne, le marketing, les start-up de jeunes qui demandent l'avis à personne et se mettent sur 5 départements pour avoir plus de clients, etc. etc. Donc c'est une marche vers quelque chose qui va se faire à mon avis. Alors il y a quand même un plafond de verre aujourd'hui, c'est le scepticisme des élus ligériens. Philippe Grosvalet, le président du conseil départemental, pas franchement pour. Christelle Morancet, la présidente des Pays de la Loire, pas franchement pour. Avis partagé par son prédécesseur, l'ancien président de région, Jacques Auxiette. Voilà, pour lui, la Loire-Atlantique n'est pas en Bretagne, il va même un peu plus loin. Écoutez-le. La Loire-Atlantique, c'est le tiers de la population de la région des Pays de la Loire. Et c'est accessoirement une force économique assez considérable. Et donc, quand j'étais très désagréable, mais ça m'arrivait souvent, je considérais que cette logique-là, et je l'ai dit souvent, y compris à Jean-Yves Le Drian, c'était une logique d'annexion. Et à l'époque, comme le dossier Poutine et la Crimée était d'actualité, je faisais même cette comparaison. Oui, c'était une démarche d'annexion. Et que les démarches d'identité, je m'en méfiais, quoi. Et il y a un livre célèbre d'un académicien qui s'appelle, à propos du Liban, qui s'appelle L'identité meurtrière. Et donc, la région des Pays de la Loire, qui a une histoire aussi, avec les Plantagenets, avec le Maine, n'est-ce pas? Nous revendiquons pas ni la Sicile, ni les pays d'Europe de l'Est, qui à l'époque faisaient partie du rayonnement des Plantagenets. C'est absurde de gérer l'actualité en fonction uniquement de cet élément d'histoire. Par contre, qu'on établisse des relations, qu'on facilite la dimension linguistique et culturelle, ça a toujours été ma politique. Alors, Isabelle Lebaille, quand on écoute Jacques Auxiette, c'est identité contre identité. Oui, ces propos sont excessifs et puis je les condamne totalement parce que je pense que l'imagination doit être au pouvoir dans les Pays de la Loire pour inventer eux-mêmes leurs propres innovations aussi. Hein. C'est pas aux Bretons de partir. Il y a pour vous une identité ligérienne ? Ou c'est une construction purement administrative ? C'est pas nous de la qualifier. Nous, on a une identité bretonne. C'est à eux de qualifier leur propre identité. S'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas à nous faire le procès que c'est de notre faute si les Pays de la Loire n'ont pas d'identité. C'est une construction administrative, les Pays de la Loire ? Ouais, c'est une honte, ce truc. Alors, d'autant que... Ben oui, il n'y a pas d'autre mot, parce que quand même, quand on regarde ça dans les années 30, pour la plupart des géographes, les Pays de la Loire, c'est la région de Saint-Étienne et le Forez. Donc, c'est quelque chose qui a été bâti en 56, et il faut quand même évoquer, à
partir de 1973, on a des sources désormais là-dessus, une stratégie négationniste organisée autour du préfet Camus pour débretoniser la Loire-Atlantique, avec des places de Bretagne qui doivent devenir des places, voilà, même la Tour de Bretagne à un moment, qui doit devenir la Tour des Pays de la Loire, avec le futur conseil régional qui occupe les 2 derniers étages. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi assez grave et s'oppose à une volonté populaire. Les gens n'avaient rien demandé, ils se sentaient bretons, plus ou moins, et on a vraiment une identité imposée. Alors, sur le plan institutionnel, on va faire le point. La loi NOTRe prévoit le droit d'option. C'est un droit donné au département de quitter de sa région et d'en rejoindre une autre. Il faut bien sûr l'accord des 2 régions. On va regarder aussi qu'est-ce qui se passerait, les modalités pour la réunification bretonne. C'est un peu compliqué, donc il faut un vote, une délibération, un ordre du jour voté par les conseillers départementaux de Loire-Atlantique. Cet ordre du jour pourrait être imposé par une pétition qui doit rassembler 100 000 signatures. 105 000 signatures ont été réunies en Bretagne. Il faut aussi l'accord des 3/5 des conseillers régionaux des Pays de la Loire. Il faut, pourquoi pas aussi, une décision du chef de l'État pour organiser un référendum. Et il faut que ce soit aussi validé par le Conseil d'État. Un parcours du combattant. Oui, en l'état, c'est pas un droit d'option, c'est un verrouillage institutionnel qui a été pensé comme tel par le législateur lors de la loi NOTRe. Le droit d'option de sortie d'un département, d'une région vers une autre, c'est complètement verrouillé. Imaginez, pour reprendre la métaphore, qu'un homme ou une femme qui souhaite se séparer de son compagnon, on demande l'avis non seulement à celui qui est quitté, mais au cousin, mais à la frère et à la sœur, etc. Enfin, je veux dire, c'est totalement délirant. Donc, en l'état, effectivement, c'est impossible. Sauf que le législateur peut décider d'organiser un référendum. Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui pour Emmanuel Macron ou pour la majorité parlementaire d'organiser un référendum Je crois que sur le rattachement de la Loire-Atlantique ? La priorité de retrouver, on va dire, des voies de dialogue avec le territoire. La priorité est d'écouter les corps intermédiaires. La priorité est de mettre fin à la verticalité du pouvoir, à l'hyper-présidentialisme. C'est ça la priorité. Je crois qu'on a eu un petit mouvement social, ça ne vous a pas échappé, qui a montré cela. Et donc, dans cette expérience de démocratie locale, dans cette volonté de démocratie locale qui a été exprimée par le mouvement des Gilets jaunes, on peut très bien imaginer que le droit de référendum soit élargi, que le référendum d'initiative citoyenne concerne aussi la réunification. Donc toutes les voies sont possibles, mais il faudrait évidemment une évolution institutionnelle pour la faciliter. En l'état, c'est très difficile. Alors, les manifestations se suivent et se ressemblent depuis plusieurs années, notamment à Nantes. On va voir l'image de nombreuses manifestations en soutien pour la Bretagne réunie. Des militants régulièrement mobilisés, des pétitions donc massivement votées et des communes qui s'engagent aussi pour la réunification. Elles sont nombreuses en Bretagne. La Bretagne à 5 est devenue un slogan, une idée qui rassemble et ce genre de combat finalement n'est plus si courant. Regardez. Je pense que ce serait bien que Nantes revienne en Bretagne pour qu'on puisse consolider nos liens. La Loire, c'est les Nantais. Déjà, moi, je ne peux pas les voir. Comme les Rennais ne peuvent pas les voir non plus. Mais ça, c'est question ballon. Je suis assez favorable à ce que Nantes rentre dans la région Bretagne. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas si évident que ça de se rendre en transport en commun, par exemple, à Nantes. Il faut forcément passer par Redon en train et ça, c'est pas pratique. Je pense que ça ferait 2 villes importantes, Rennes et Nantes, et je pense que ça ferait une disproportion sur l'autre région des Pays de Loire. Il ne faut pas non plus dépeupler la région voisine sans y apporter quelque chose de complémentaire. La Bretagne historique est comme ça, à 5 départements. Et donc, le château des Ducs de Bretagne est à Nantes. Anne de Bretagne est née à Nantes-au-Château. Son père habitait Quand j'étais jeune, que je faisais mes études à Redon, eh bien, on avait à ce moment-là un laissez-passer, puisque les Allemands étaient là. On allait de Redon, qui était Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan, et de Redon, dans la Loire-Atlantique, où on allait chercher notre pain. On avait des laissez-passer. Donc pour moi, tout ça, c'est une grande région. Voilà. Faisons un peu de fiction. La Bretagne réunie, la Loire-Atlantique retrouve la Bretagne. On fait comment pour désigner la capitale ?
La question du siège des assemblées ou la capitale se pose pas en Bretagne parce qu'il y a toujours eu un souci d'égalité, de partage et d'équilibre. Et il y a des villes moyennes en Bretagne. Donc je pense que la course à la grandeur des métropoles est une course qui me semble jacobine et centralisatrice. Donc ça ne correspond pas au territoire. Donc cette question-là, c'est une fausse question. Le droit d'option va se terminer. On ne pourra pas y arriver. Fin mars, hein, c'est ça ou Non, c'est début mars. Donc à moins que le gouvernement, dans un mois, annonce l'organisation d'un référendum. Je rappelle que le Conseil régional de Bretagne a voté pour à l'unanimité au mois de décembre. Donc si le gouvernement entend ce vote-là, il devrait l'organiser. Mais quoi qu'il en soit, le débat institutionnel ne nous enfermera pas et n'empêchera pas la volonté de s'exprimer. Est-ce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui, ce combat-là pour la réunification? Est-ce que pour la région Bretagne, il n'y a pas des combats plus importants sur la différenciation, sur l'autonomie fiscale? Oui, mais ça en fait partie. Je pense que tout cela, c'est ce que disait Jean au début, c'est la question du fait régional. Comment, en France, avoir un fait régional mature qui soit en capacité de développer des territoires. Et clairement, pour ce qui concerne le territoire breton, avoir la Loire-Atlantique dans son giron, avoir Nantes dans son giron, retrouver une forme de stabilité identitaire, d'avoir un projet pour les 20, 30, 40 ou 50 ans qui viennent, c'est effectivement une priorité. Donc ce n'est pas simplement une question institutionnelle, ça a été bien dit, c'est une question de représentation du monde, de comment on se projette en tant que communauté politique, membre d'autres communautés. L'identité bretonne a toujours été très ouverte, très pluraliste. Donc de ce point de vue-là, les élucubrations de Jacques Oxiette sont complètement hors de propos. Donc non, je pense qu'effectivement, la réunification, au sens où elle renforcerait l'imaginaire régional et elle renforcerait le fait régional, peut être considérée comme une priorité. On fait encore de la fiction. Un référendum décidé par Emmanuel Macron pour le retour de Loire-Atlantique en Bretagne. Qui participe à ce référendum? Est-ce qu'il faut consulter les 9 départements du Grand Ouest, les autres départements des régions limitrophes qui seraient concernés peut-être par un éclatement des Pays de la Loire? Parce que c'est ce qui risque d'arriver. La Bretagne réunie, c'est la fin de la disparition des Pays de la Loire. Jean Liaud? Oui, enfin, quand on a réalisé les bouts de région en France, on a demandé l'avis à personne. Attention, hein, donc on est aujourd'hui dans une structure extrêmement descendante de la conception régionale. Et moi, vraiment, ce que je crains, c'est qu'on ait finalement des politiques totalement déconnectées de la vie des gens. On a déjà, lors des dernières élections régionales, eu quand même la moitié d'abstention. 2 tiers des jeunes de 24 à 30 ans ne vont plus voter. Et vous rajoutez en plus 10% qui ne sont même pas inscrits. Donc vraiment, on est dans un désastre de démocratie, ce qui pose bien des problèmes aujourd'hui, et avoir tout simplement des régions simples, claires, des appellations cohérentes. Regardez la Normandie, par exemple. Encore une fois, on peut parler sur les marques, parce que c'est aussi du business. Hein. On avait 21 marques Basse-Normandie et 39 Haute-Normandie. Et il y avait 400 marques déjà Normandie en 2005. En faisant le suivi de ça, on est arrivé aujourd'hui à 800 marques Normandie. Et la Normandie est en train vraiment d'être cohérente. Les gens, ils sont contents, tout simplement, parce que les touristes, ils viennent, comme en Bretagne, ils ne parlent pas de Loire-Bretagne, ils ne parlent pas de Grand Ouest. Ils n'ont qu'un mot, c'est « je suis en Bretagne, à la Baule, à Pornichet ». Donc, mais on fait quoi de la Sarthe? On fait quoi de la Vendée? On fait quoi de la Mayenne? Ils sont dans un Val-de-Loire. C'est à eux de dire. C'est à eux de dire. Ils sont en train de réfléchir à fusionner 3 départements, sans doute par rapport à un positionnement avec le Grand Paris. On voit bien qu'il y a le Grand Lyon, le Grand Paris, le Grand Marseille. Pourquoi nous, on ne ferait pas la Bretagne nouvelle et réunie? Donc c'est à eux aussi de dire ce qu'ils veulent. Nous, il faut faire voter. Si on fait un vote de référendum, il faut que ça soit la Bretagne des 5 départements qui votent. Et puis qu'on continue à avancer sur les mécanismes de coopération économique, touristique, et qu'on mette des budgets en face. Parce que si on n'a pas de budget pour cette Bretagne nouvelle, on n'arrivera à rien. Quand Jean Livreau, vous dites les Pays de la Loire, c'est un non-sens. C'est une région qui marche, forte densité démographique, une économie qui marche bien. C'est pas rien. Bien sûr. C'est une région qui fonctionne. Mais l'appellation même n'y est strictement pour rien. Quand on entend Madame, Madame Morisset, la présidente, dit voilà, je fais une région dynamique et tout, mais c'est complètement surréaliste. Ces gens-là sont encore en train de nous dire qu'ils ont un pouvoir sur la réalité régionale avec le budget dont ils disposent, mais non. Et c'est justement ça, c'est-à-dire qu'il y en a un déséquilibre entre des élus qui nous disent on fait, et une réalité de gens qui s'associent différemment. Quand vous regardez les professionnels du tourisme de Loire-Atlantique justement, si ils ont choisi l'appellation Bretagne, c'est
tout simplement pour plus de fréquentation. Ils ont réalisé une enquête, ils ont constaté que personne, lorsqu'ils étaient au Croisic, lorsqu'ils étaient au Pouliguen, lorsqu'ils étaient à Nantes, personne ne disait que c'était dans l'Ouest, au Pays de la Loire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une appellation Bretagne plein sud. C'est du business, c'est du marché, c'est de la fréquentation, c'est de la notoriété. Et Nantes, qui a choisi de communiquer avec une fille en costume traditionnel du Croisic, avec traversée d'un vieux pays, voilà, ils sont en train de reprendre cette identité territoriale qui est évidemment d'avenir. Et Rennes va courir derrière, parce que Rennes aussi, faut regarder les évolutions des logos des villes, c'est passionnant. C'est-à-dire qu'on avait des logos où il y avait des hermines partout, à Brest, à Rennes, etc. Maintenant, c'est métropole. Et avec des logos qui sont tous communs, on n'a plus aucun code lié à l'identité. Et pour moi, c'est dramatique à une époque où, justement, en tant que géographe, il faut retrouver les liens à l'écologie, à l'identité, à la langue, à la culture, dans quel lieu on vit. On ne peut pas faire la même chose partout. Et il y a aujourd'hui des gens qui sont des carriéristes, parfois politiques, qui veulent à l'encontre tout simplement de la vie quotidienne des populations. Isabelle Lebal, je m'adresse à la Finistérienne. Nantes, Rennes, réunis dans une même région. Voilà, on en parlait du déséquilibre territorial. Une partie du Finistère, une partie de la Basse-Bretagne va être complètement oubliée, non? Non, parce que les Finistériens ont quand même de la ressource. Hein, et il y a eu beaucoup d'inventeurs, de chefs d'entreprise. On le remarque déjà avec une Bretagne à 4 départements, avec la force centrifuge d'une métropole comme Rennes. Qu'est-ce que ce sera avec 2 métropoles situées à l'est d'une région et séparées seulement de 100 km? Non, moi, je n'ai pas peur pour les Finistériens. Et puis par contre, il faut quand même qu'il y ait un équilibre au sein de la région Bretagne. Et il faut qu'il y ait des politiques qui tiennent compte de cet équilibre de la... Comment dirais-je, de la répartition de l'argent public. Pour l'instant, l'argent public, il va beaucoup au Grand Paris, plus que dans le Finistère. Donc là aussi, il y a d'abord un rééquilibrage. Parce que si on veut dire que l'État joue encore un rôle, c'est-à-dire s'il n'est pas trop endetté, il va falloir qu'il y ait une nouvelle politique d'aménagement du territoire qui serve aussi les transports quand on est au début du monde, comme dans le Finistère. Mais nous avons quand même besoin d'aujourd'hui d'accélérer ce débat. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a la différenciation. Le président Macron est venu à Quimper, il a fait un discours. Nous lui avons remis 29 propositions qui émanaient de l'ensemble des groupes du Conseil régional qui ont travaillé. Ces 29 propositions, on aimerait bien avoir un retour, c'est-à-dire que les gens travaillent, lui envoient au gouvernement, au président de la République, et dans ces 29 propositions, il y avait aussi, bien évidemment, le fil rouge de la réunification. Donc on ne peut pas ne pas répondre sans arrêt aux élus du territoire, parce que sinon, il va y avoir un décalage. Donc moi, je souhaite que le gouvernement réponde aux propositions de la modification de l'article 72 de la Constitution, et puis que les parlementaires se mettent au travail pour la modifier. On est presque arrivé au terme de cette émission. Je voudrais qu'on termine en forme de clin d'œil. Connaissez-vous le hameau de Lambertais? Oui, vous connaissez? Petit territoire qui est pile poil situé entre les Pays de la Loire et la Bretagne, entre l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, une position géographique pas vraiment confortable qui n'a pas facilité la vie du maire et des habitants. Nous sommes allés justement sur place il y a quelques semaines. Chaque matin, François Ruan quitte son domicile pour se rendre à sa ferme. 200 mètres à pied et une frontière à passer. Alors voilà, ici c'est la limite. De ce côté-ci, vous avez ma maison en Pays de Loire. Et de l'autre côté, vous avez mon exploitation qui se trouve en Bretagne. Un vrai casse-tête pour cet éleveur de porc et des conséquences inattendues. Voilà, donc j'ai 2 facteurs qui me mettent le courrier dans la même boîte aux lettres avec 2 adresses différentes, Mouet et Grand Fougeray. La distribution du courrier, mais aussi 2 véhicules de collecte de déchets et des démarches administratives multiples. Nous avons aussi d'autres soucis au niveau des impôts, puisque nous avons 2 déclarations d'impôts, une à faire côté de Châteaubriand et l'autre du côté de Redon ou Rennes. Donc des tracasseries administratives? Tout à fait. Et c'est tout un hameau qui en pâtit. La Lambertais, 15 habitants, est coupée en 2. D'un côté, 7 maisons situées en Ille-et-Vilaine, de l'autre 3 maisons en Loire-Atlantique. 2 communes aussi, donc 2 maires. Là, je suis sur la commune de Grand Fougeray. Je suis maire de Grand Fougeray, sur ma commune. Et ici, je suis sur la commune de Mouet, à Mouet. Une situation qui pèse sur l'organisation et le budget de ces bourgades. Ah bah, ça a un coût, oui. À partir du moment où on fait venir 2 camions poubelles dans le même village, c'est un coût supplémentaire. Mais la poste, c'est la même chose. Enfin, tous ces services-là sont doublés. Donc pour 2 ou 3 maisons, c'est vraiment des coûts... La solution, ce sont les élus qui l'ont trouvé. Un troc. En échange de terres agricoles, le hameau est intégralement rétrocédé au Grand Fougeray en Bretagne.
La Loire-Atlantique s'agrandit donc de 2000 m² et l'Ille-et-Vilaine de 5 habitants. Voilà, et pour appuyer ce sujet, je voudrais qu'on termine avec cette situation du poète breton Xavier Graal. On ne naît pas breton, on le devient à l'écoute du vent, du chant des branches et du chant des hommes et de la mer. Justement, aujourd'hui, la Bretagne, c'est pas une frontière, non? C'est un état d'esprit, c'est quoi? Comment on définit l'appartenance à une région? C'est être soi-même, c'est une envie aussi d'avoir une culture différente, d'être différent des autres aussi, et puis d'être enraciné. Parce que si on n'est pas enraciné, on ne sait pas où on va. Donc la Bretagne, c'est ses paysages, c'est sa langue, sa culture, et puis son dynamisme économique. Et ça, on nous l'enlèvera pas. Comment rebondir là sur on ne naît pas breton, on le devient. Donc les frontières n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Oui, mais je crois que l'historien britannique Benedict Anderson parlait de communauté imaginaire. Tout pays, toute nation, toute région est une communauté imaginaire. Et donc, si on veut se projeter dans l'avenir, on a besoin de ces communautés. Et la Bretagne en est une forte, effectivement. Oui. Pour conclure, Jean Livreau. C'est pas moi, c'est pas à conclure, mais le géographe est un peu dissident. Le mot Bretagne, c'est un mot de territoire. Et les gens en parlent. On ne leur demande pas. Ça a disparu au plan institutionnel pendant 166 ans. Les gens continuent à en parler. Et donc, la Bretagne a le pouvoir des régions faibles. C'est-à-dire que, justement, elle n'a pas de pouvoir et les gens en parlent quand même. Et effectivement, il y a ce goût de Bretagne qui existe pour l'instant. Peut-être qu'il n'existera plus dans 2 siècles. Mais pour l'instant, elle existe. Et peut-être justement parce qu'on fait beaucoup pour qu'elle n'existe pas. Isabelle Lebas, le dernier mot sera pour vous. Combien de temps vous allez frapper à la vitre pour avoir la Bretagne à 5 départements? Parce qu'on a l'impression là qu'on est dans l'impasse. Non, le temps qu'il faudra, on est très tenace. Et puis c'est un idéal, vous savez. Et puis l'idéal, on le poursuit. C'est pas une utopie ce que je dis. Peut-être qu'elle existe déjà, cette Bretagne réunie. En tout cas, on va continuer à coopérer avec ceux qui ont envie de travailler avec nous. Et ça sera un bonheur et une joie de continuer à faire vivre cette Bretagne réellement et non pas simplement dans des frontières administratives. Merci à tous les 3 d'avoir participé à notre émission. Enquête de région émission à revoir sur notre site bretagne.france3.fr. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux où nous attendons vos commentaires. Le mois prochain, nous poserons une question. Comment aujourd'hui prendre soin de nos anciens? Les programmes se poursuivent sur France 3 Bretagne. Merci pour votre fidélité. Go back, rock.